Bonjour ou bonsoir à tous, où que vous vous trouvez. Aujourd'hui, nous accueillons Olivier KMax qui va nous parler d'agilité. Bonjour Olivier, Bonjour Yotis. comment vas-tu? Bien, merci. Tu vas nous parler donc d'agilité, mais avant ça, donc coach digital, coach agile, auteur également d'un livre qui s'appelle Réussir mon projet CRM. Tu vas nous parler d'agilité. Qu'est-ce qui t'a poussé à nous proposer ce thème plutôt qu'un autre? En ce qui me concerne, j'ai découvert l'agilité il y a environ 4-5 ans. Mon métier à ce moment-là était plutôt plus proche de la consultance digitale, ce qui m'a amené à découvrir l'agilité et la mise en œuvre de cette agilité au sein des entreprises et dans le cadre de projets digitaux en particulier m'a assez rapidement amené sur le terrain de l'intelligence collective, plus tard de la sociocratie, etc. Ce qui m'a amené l'année passée à entamer un parcours de formation en coaching chez Coaching Ways. Et le parallèle entre la posture d'agiliste et la posture de coach, les compétences ICF, etc., était tellement frappant que je me suis dit que ça faisait un excellent sujet de workshop. Merci de nous proposer ce webinaire et je te laisse l'introduire. Bien, merci, bonjour à tous, où que vous soyez. Alors, avant de vous dérouler le tapis de ce webinaire, je voulais simplement passer en revue avec vous les grands points et les aspects que je vous propose d'aborder. Et la toute première chose que je vous propose de faire est de découvrir simplement d'où vient l'agilité. Quand est-ce qu'on a commencé à en parler, à quel problème ou à quel souci est-ce que cette découverte de l'agilité correspond, pour ensuite embrayer sur une déclinaison de cette notion d'agilité selon 3 prismes. L'approche business, l'agilité dans le contexte spécifiquement numérique, digital, et l'agilité dans une déclinaison plus personnelle, plus intime. Nous ferons ensuite le lien avec l'agilité dans son sens peut-être un peu plus restrictif, ou en tous les cas plus méthodologique. Vous avez sans doute entendu parler de Scrum, qui est une des méthodes agiles, mais c'est aussi la plus pratiquée, c'est aussi la plus simple. Et ce que je vous propose de faire, c'est vraiment concrètement d'aller voir ce qu'est Scrum, comment Scrum propose d'articuler un projet, pour ensuite pouvoir aller faire le parallèle entre ce processus de conduite de projet, entre cette méthodologie et le processus de conduite d'une séance de coaching ou d'un processus de coaching sur plusieurs séances. Et vous verrez que les parallèles sont, me semble-t-il, assez frappants. Et nous bouclerons en fin de présentation sur les liens qu'on peut installer entre ces deux pratiques, en prenant un peu de distance par rapport à la méthodologie pure et dure et en allant chercher dans l'intention sous-jacente des éventuels points communs. Vous verrez qu'ils ne manqueront pas. Alors ce slide-là, je vous l'ai mis parce que je ne pouvais évidemment pas passer à côté d'un jeu de mots aussi bateau que ça. Le mot agile, vous en avez sans doute tous entendu parler, mais je ne sais pas trop quand on utilise ce mot, dans quel contexte vous le placez. Est-ce que c'est dans un contexte IT? Est-ce que c'est une qualité générale que quelqu'un ou qu'un manager va être amené à développer? Et puis si on parle d'être agile aujourd'hui, qu'est-ce qu'on était avant d'être agile? C'est un petit peu au-delà de ce jeu de mots bête et méchant, le clin d'œil que je voulais vous lancer. Avant de commencer à prendre les choses simplement par le début et d'aller voir d'où vient cette agilité, quand est-ce qu'on a commencé à en parler. Et pour rentrer dans le sujet, je vous propose de faire un solide bond en arrière. J'avais 1 an à l'époque, et à ce moment-là, vous reconnaissez la carte des États-Unis. Il y a 4 petits points sur cette carte qui sont 4 grosses machines. L'invention du transistor est encore assez récente. Ça a permis de commencer à se projeter dans un contexte où les ordinateurs allaient pouvoir se multiplier. C'était plus des monstres de plusieurs tonnes avec des lampes à vide, etc. Et quelques universités américaines ont commencé à se doter d'ordinateurs et à les interconnecter. Et ceci vous donne une carte du réseau, si on peut appeler ça un réseau. Oui, c'est un réseau. Les machines sont connectées en 68. Et puis finalement, tout va assez vite, hein, vous allez le voir. 69, on bascule sur l'autre côte. Et petit à petit, il y a quelque chose qui commence à émerger. 82, IBM vient de lancer son personal computer, et donc les ordinateurs ont considérablement diminué de taille. Les mainframes sont devenus des AS400 et ce genre de choses. On commence à voir apparaître des ordinateurs qui sont posés sur votre table de bureau. Et pendant ce temps-là, ce phénomène continue.
À l'époque, ça s'appelait ARPANET. Et en 93, ARPANET change de nom, quitte le secteur strictement académique et militaire et devient un réseau public ouvert à tous. Et on a l'émergence d'Internet. Et très vite, sur Internet, une application qui prend le pas sur toutes les autres et qui supplante très rapidement les autres, qui est le web. Et pour ceux qui étaient là à ce moment-là, vous vous souvenez de ce genre d'écran, c'est la toute première version de Netscape, qui entre-temps est devenu Firefox, avec les tout premiers sites web. On est en 93. Et à ce moment-là, le web est quelque chose qui a en fait une définition très statique. C'est réellement novateur à l'époque, mais c'est quand même quelque chose qui fondamentalement est très statique, puisque le web ne fait qu'articuler des documents dans un format spécifique, l'HTML, et formalise un protocole qui permet à des machines de s'envoyer ces documents. C'est le protocole HTTP que vous voyez au début des adresses web aujourd'hui quand vous allez sur un site. Et donc on est dans quelque chose qui est assez documentaire, qui est intéressant, qui change pas mal de choses, mais qui ne révolutionne pas encore les habitudes à proprement parler. Et puis, fast forward jusqu'en 2000, et vous reconnaissez ou vous ne reconnaissez pas, parce qu'entre-temps, il a pas mal évolué, un des premiers layouts d'Amazon. Et ce dont on commence à se rendre compte à ce moment, c'est que le web a vraiment un potentiel grand public. Entre-temps, tout le monde a entendu parler d'Internet. Et le web devient un véritable environnement applicatif. Et on est très loin de la simple interconnexion des documents comme on l'avait au départ. Ce sont vraiment des applications maintenant qui sont proposées aux utilisateurs. Et des applications qui de plus en plus interagissent entre elles. Et qu'est-ce que ça change pour les informaticiens? Ça change pas mal de choses. En particulier, une chose, c'est que ces informaticiens ne connaissent plus leurs clients. Ils se retrouvent dans des équipes qui sont dorénavant très éclatées, réparties un peu partout sur la planète, à travailler sur des applications qui sont proposées à une communauté d'utilisateurs dont ils ne pouvaient faire que rêver auparavant, des millions d'utilisateurs sur Internet, au lieu de 10, 100 ou 1000 utilisateurs sur un réseau d'entreprises. Et ces informaticiens sont perdus parce qu'ils ne connaissent plus leurs clients, ils ne sont plus en mesure de recevoir un cahier des charges avant de commencer à développer. Ils ne peuvent faire qu'une chose, c'est de développer et puis très vite aller tester pour voir si ce qui a été développé convient aux utilisateurs, en tirer les leçons et puis comme M. Meurice dans la pub pour le chocolat, très vite retourner en cuisine pour préparer quelque chose d'autre et revenir le proposer, voir si ça convient. Et fin des années 90, 99, 2000, ces informaticiens commencent à se concerter pour mettre au point quelque chose qui était concrétisé en 2001 sous la forme d'un manifeste, le manifeste agile, que vous retrouverez sans problème, d'une part via le lien qui est partagé ici sur le slide, le lien qui sera partagé en fin de séminaire, ou simplement le googlant. Et vous avez une copie d'écran ici de ce manifeste agile. Ce manifeste est le résultat de, si j'ai bonne souvenance, 17 informaticiens qui se sont posés une question simple. Si on veut continuer à développer du logiciel qui est pertinent, que doit-on changer dans notre façon de travailler pour pouvoir continuer à faire notre métier et ne pas être complètement déconnecté de la réalité. Et ces informaticiens ont accouché de 4 valeurs et de 12 principes. Alors, on va passer sur ces 4 valeurs et peut-être sur ces 12 principes si on a le temps par la suite. Mais il y a donc en 2001 eu quelque chose qui a été formalisé dans ce manifeste et c'est là qu'on a vraiment commencé de manière un peu structurelle et systématique à parler d'agilité. Et le canevas Scrum, la méthodologie Scrum dont on va parler plus tard, a aussi émergé grosso modo à ce moment-là. Fondamentalement, pour résumer, ce qui a changé, et en gros, toute l'histoire de la transformation digitale dans les entreprises aujourd'hui pourrait se résumer à ceci. C'est avant le web, les informaticiens travaillaient pour une entreprise et avaient comme mandat de répliquer, de reproduire dans un logiciel la façon dont cette entreprise fonctionne, de façon à pouvoir faire la même chose, mais d'une manière plus efficace. Et donc, le client formule sa demande et l'informaticien, pour le compte du client, s'exécute et fournit au client ce qu'il a demandé pour faire ce qu'il faisait déjà auparavant. Le faire mieux, mais fondamentalement faire ce qu'il faisait déjà. Alors, avec Olivier, le web, on a une petite question déjà sur ce que tu dis. Donc, il y a une personne qui demande, donc c'est Michel, elle demande, peut-on devenir coach agile sans avoir été dans l'IT? Oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Oui, c'est clair.
Alors on pourra en reparler après. Je pense que c'est intéressant culturellement de savoir évidemment d'où ça vient. L'agilité est fort appliquée dans un contexte d'entreprise où le digital est devenu omniprésent, donc les liens sont intéressants et évidents. Ceci étant dit, il ne faut pas être informaticien pour, pour être connecté à cette réalité-là. Puis vous verrez un peu plus tard, on fera le lien avec ce que l'agilité peut représenter en termes de posture plus personnelle. Et là, bon, clairement, savoir coder n'est pas du tout un avantage, c'est peut-être même le contraire, ou pas, je vous laisse juger. Donc, avant le web, les logiciels sont développés à la demande des clients pour faire ce que les clients demandent. Dès le moment où le web commence à devenir proéminent, les logiciels préexistent, les applications web sont là, Amazon existe, tout n'est pas demandé à ce qu'Amazon existe, des applications comme Google, etc. existent sur le web, vous n'en avez pas forcément ressenti le besoin en tant qu'utilisateur, mais elles vous sont proposées. Et parce qu'elles vous sont proposées, elles vont changer la façon dont vous faites certaines choses, la façon dont vous voyez le monde, la façon dont vous communiquez, ça va changer un certain nombre de choses. Et donc, les informaticiens se retrouvent dans un autre rôle, qui est un rôle ou une responsabilité qui consiste à essayer d'anticiper les besoins qui pourraient survenir. Et ça installe une nécessité d'être vraiment en prise très directe sur le feedback qui va être envoyé par les utilisateurs. Et toute l'histoire de l'agilité, c'est ça en fait. C'est comment peut-on arrêter de savoir, de prendre des instructions et puis de faire ce qui a été demandé, pour au contraire se remettre dans un mouvement vers l'avant qui va consister à en permanence proposer des nouveautés, petites ou grandes, et très vite aller chercher du feedback qui va permettre d'ajuster le tir et d'ajuster la direction dans laquelle on se dirige. Bien, ça c'était la partie historique que je vous avais promise, et comme ça vous voyez grosso modo d'où l'agilité a émergé. Je pourrais aussi vous dire qu'en fait tout ça n'est pas très sérieux et que le premier à avoir parlé d'agilité, c'est Darwin, hein, parce que les petites modifications incrémentales qui petit à petit changent un système, on pourrait aussi assimiler ça au darwinisme. Voilà, il ne va plus de faire ça dans un contexte digital, mais les deux approches sont pertinentes. Ce que je vous propose de faire maintenant, c'est en imprégné de ce début de définition de l'agilité, de voir de quelle façon cette agilité, dans un contexte digital, mais digital par opposition à un contexte informatique, dans un contexte digital, cette agilité se traduit comment. Et je suis retombé récemment sur cette phrase, sur ce slide, qui est en fait le postulat de base qui a présidé à l'invention, la création de Unix. Unix, c'est ce système d'exploitation qui fait tourner des serveurs, et c'est aussi le système d'exploitation qui a servi de base à l'invention de TCP/IP. TCP/IP, c'est le protocole de base, c'est le protocole sous-jacent qui rend Internet possible. Et le postulat de base de Unix, et à l'époque, on est en 78, c'est assez novateur ou c'est assez révolutionnaire, c'est de se dire un logiciel ne doit faire qu'une seule chose. Donc, on n'est pas en train de dire qu'un logiciel doit faire tourner toute une entreprise. Au contraire, un logiciel ne doit faire qu'une seule chose. Et encore plus étrange et peut-être encore plus intéressant, ce logiciel doit pouvoir faire ce qu'on lui demande de faire et ce qu'on lui demande de bien faire, en n'ayant pas forcément conscience de ce à quoi va servir le résultat du processus qu'il met en œuvre. Donc, on formule ici les bases d'un système qui est par définition hyper modulaire, où chaque composant a son sens propre et peut fonctionner d'une manière autonome sans avoir forcément conscience de l'utilité que va avoir le résultat de son effort, de son travail. Et donc, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'un espèce de, on pourrait qualifier ça d'un travail de sape permanent. Quoi qu'on fasse, le digital va avoir tendance à casser ça en petits morceaux et le morceler en une infinité de microservices qui vont chacun être très performants, très spécialisés, très indépendants les uns des autres. Et un des premiers qui a formulé ça, c'est Marc Andreessen, qui est aussi l'inventeur de Mosaic, dont vous avez vu l'écran tout à l'heure, et qui à l'époque, on est dans les années 90, s'est rendu compte qu'en fait, Internet cassait tout, morcelait tout, fragmentait tout. AOL, à l'époque, America Online, était un service d'accès Internet sur lequel vous aviez l'accès Internet, le contenu, votre adresse email, etc. Et puis Yahoo a débarqué, qui a emporté toute la partie directory, classement des informations, Google qui a emporté toute la partie recherche, les telcos, les opérateurs qui ont emporté toute la partie accès Internet.
le digital, de manière générale, a cet effet de ce travail de SAP permanent qui fractionne tout en petits morceaux. Et ça, c'est une force digitale qui est très, très présente. Il y a une autre force digitale qui est très présente, et dans le jargon technique, on appelle ça les API. Peu importe ce qu'API veut dire, retenez simplement que vous avez compris qu'on est face à une multitude de logiciels hyper spécialisés. Ces logiciels spécialisés ont aussi installé une façon très facile pour communiquer entre eux. Puisqu'ils font quelque chose, qu'ils le font bien, on fait souvent appel à leur service. Puisqu'ils le font sans savoir à quoi ça va servir, ça leur impose de pouvoir se connecter et dialoguer facilement avec d'autres petits bouts de logiciels qui font aussi très bien ce qu'on leur demande. Et donc, on se retrouve avec une double force, une force qui pousse à une fragmentation permanente et une autre force qui permet une recomposition très facile, très, très naturelle, très, très spontanée de ces petits acteurs spécialisés qui ensemble vont faire quelque chose. Et je vous avais parlé de 3 approches. Cette approche digitale est la première et elle me mène à vous proposer une première définition de l'agilité. Dans cette déclinaison digitale, dans ce contexte numérique, on pourrait se dire que l'agilité, c'est la volonté de à la fois développer votre capacité à tout casser en petits morceaux, tout morceler, et aller chercher l'excellence dans des petits îlots d'activités ou d'actions très spécifiques, tout en préservant votre capacité, en fonction des besoins, en fonction du contexte, en fonction des circonstances, à aller activer ces différentes fonctionnalités pour les recombiner, pour créer un ensemble qui est pertinent pour amener une réponse à un problème, pour fournir un produit, etc. Et on est donc vraiment avec 2 pédales qu'on va doser en permanence. Cette tendance à tout morceler, à tout spécialiser et à aller installer de l'excellence sur des sujets très spécifiques. Et en même temps, c'est pas l'un ou l'autre, en même temps, développer cette capacité à combiner tout ceci de manière très dynamique pour répondre à une situation à un moment donné. Voilà une première définition de l'agilité dans un contexte un peu numérique, avec des petits bouts de logiciels performants qui se recomposent en permanence. Aujourd'hui, concrètement, au-delà de cette définition peut-être un peu théorique, quand vous installez un plugin sur votre navigateur, quand vous installez une extension sur votre Outlook ou quand vous installez une application mobile, en gros, c'est ce que vous faites. Vous allez chercher des petits îlots de compétences, de fonctionnalités que vous faites fonctionner ensemble dans un but particulier. On bascule sur le deuxième prisme, deuxième outil de lecture de l'agilité, c'est l'agilité dans un contexte économique. Alors, on revient un petit peu, au-delà même de 68, immédiate après-guerre, il y a une machine productiviste qui s'est installée parce qu'il fallait répondre à la nécessité de l'effort de guerre, fabriquer les Messerschmitt, les obus, etc. Et donc, il y a une ingénierie de production qui s'est installée. Et au sortir de la guerre, tout devait être reconstruit. Et donc, finalement, c'était une période assez dorée où le seul souci était de produire suffisamment, puisque de toute façon, les marchés étaient là, attendaient les produits, et tout le monde avait besoin de qui sont essoreuses à salade, qui sont tondeuses à gazon, etc. Et donc, en gros, les usines tournaient à plein rendement. On se souciait assez peu d'innover, parce que de toute façon, les clients étaient là et que l'innovation n'était pas vraiment un facteur de différenciation. Le souci était plus de produire en quantité, de produire de façon innovante. Et tout ça, finalement, assez bien fonctionné jusque dans les années 70. Puis, début des années 70, vous vous souvenez sans doute, ce sont les dimanches sans voiture. Et on commence à sentir que finalement, on ne va peut-être pas pouvoir continuer sur ce mode-là pendant très longtemps. Et qu'il y a d'autres enjeux qui n'ont pas été pris en compte. Et dans les années 70, on commence à basculer petit à petit dans un autre état d'esprit, une autre ère. Ce n'est plus la croissance pour tous, il y a ceux qui vont s'en sortir et puis il y a ceux qui s'en sortiront pas. Il y a ceux qui vont arriver à consolider leurs affaires et à s'approprier une grosse part du gâteau, et puis il y a ceux qui vont pas arriver à le faire. Et c'est là qu'on commence à parler de mondialisation, de délocalisation, de fusion, de merger, etc. C'est l'année des gagnants, c'est l'année où les cartes se redistribuent. Et il y a des gagnants, il y a des perdants. Et là aussi, grosso modo, pendant 20 ans, les choses se passent plutôt bien. Et début des années 90, là aussi, il y a quelque chose qui survient. Vous vous souvenez, on en était avec notre carte du réseau américain tout à l'heure. Début des années 90, c'est l'émergence d'Internet. Et Internet amène cette prise de conscience que finalement les choses sont complexes, interconnectées, que tout le monde peut grosso modo intervenir sur n'importe quel sujet, que l'autorité clairement distribuée comme elle l'était auparavant
commence à être challengé, que pas mal de choses, pas mal de cartes se redistribuent. Et 95 à 2008, 2008 étant la dernière en date, c'est aussi une période où les crises financières se succèdent à un rythme assez élevé. Comme si Kondratiev s'était emballé. Et le monde devient plus complexe et on ne sait plus trop regarder. On ne sait plus, on ne sait plus, on ne sait plus trop qui est porteur de compétences, d'autorité, etc. Et 2008 est vraiment la dernière, s'il en fallait une de plus, grosse prise de conscience du fait que décidément, plus rien ne fonctionne comme avant. Et s'installe alors une espèce de prise de conscience qu'on pourrait qualifier d'un peu plus apaisée. Enfin, c'est facile à dire là où on est, mais en tout cas une prise de conscience du fait que c'est comme ça que sont les choses. On est dans quelque chose qui est de l'ordre du systémique, où tout est interconnecté, où il y a des dépendances et interdépendances qui sont très riches, très complexes, et que grosso modo, tout se tient. On parlait de la dimension économique. Comment est-ce que ça se traduit aujourd'hui? Une explosion du boulot indépendant, des freelances, des agences, des projets, de ces produits qui sont composés avec des partenaires multiples, des alliances commerciales, des partenariats, etc., qui peuvent se faire dans tous les sens. Et ça fait lien avec l'agilité. Enfin, pour presque tout le monde, on sent bien qu'il y a là quelque chose qui correspond à un impératif d'agilité économique. Il y a malheureusement des gens qui en font les frais dans les entreprises, sont les employés. Et ces employés se retrouvent tiraillés entre un environnement global où tout va très très vite, tout est interconnecté, tout le monde a accepté l'idée que voilà, on est dans cet environnement systémique où les choses sont difficiles à saisir, où tout est possible, où tout se tient, très interdépendant. Et puis dans les entreprises, on est resté dans un mode de fonctionnement qui est très typé 20e siècle, parfois 19e, très directif, très hiérarchique. Et entre les deux sont les employés, les collaborateurs qui font le grand écart. L'agilité dans l'environnement professionnel, c'est évidemment évident de faire le lien avec cette étude Gallup dont vous avez sans doute entendu parler, étude qui est souvent citée par Isaac Getz en France, et qui consiste à dire, grosso modo, une entreprise est une pirogue, vous avez 10 rameurs, et sur ces 10 rameurs, vous en avez 20 qui rament de manière active, en souhaitant contribuer à l'avancement de l'entreprise, et vous en avez 80 qui rament d'une manière dissipée, peu engagée, et dans ces 80%, vous en avez même 20%, enfin un quart, qui, comment est-ce qu'Isaac Getz qualifiait ça, qui sont activement désengagés. En clair, ils rament à contresens. Et ceci est le résultat de cette tension entre un environnement économique qui fonctionne à une vitesse VV' et des entreprises, des organisations qui continuent majoritairement à fonctionner dans un mode très directif. L'agilité au sens économique, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être soit à titre personnel dans son activité professionnelle ou pour une entreprise, installer une capacité à la fois à se spécialiser, on va chercher de l'excellence sur des sujets précis, mais dans le même temps, je préserve ou je développe ma capacité à aller m'associer avec d'autres départements de mon entreprise, avec d'autres freelancers, avec d'autres entreprises, de façon à pouvoir composer des produits, des services de manière très dynamique en fonction des circonstances et des opportunités qui s'offrent. Voilà pour faire le parallèle entre l'aspect numérique et l'aspect entreprise. Et le troisième grille de lecture que je vous proposais, c'était de se poser la question à titre plus personnel, de savoir ce que l'agilité pourrait représenter. Et pour ça, j'ai une question toute simple à vous poser. Plutôt une affirmation, c'est de vous dire simplement une chose est certaine. Et de vous laisser me dire ce qu'est cette chose certaine. À votre avis, quelle est cette certitude dont on est tous porteurs? Et je vous laisse répondre à cette question et me dire ce que vous en pensez. Peut-être via la fenêtre de chat pour que Yotis puisse partager les réponses que vous faites avec moi. Exactement, vous pouvez réagir comme d'habitude. Je suis là pour envoyer vos réponses à Olivier. Donc, pour vous, qu'est-ce qui, à votre avis, est certain? Je vois, il y a pas mal déjà de réponses. Mm-hmm. Le changement. Alors, il y a énormément de changements. Je dois m'adapter pour survivre. Le temps passe. Mm-hmm. C'est qu'on ne sait pas. Allez. Oui, Alors, en majorité, c'est vraiment le changement. Nous avons également, on va tous mourir. Ah, intéressant. C'est peut-être ça la certitude ultime, n'est-ce pas?
nous allons tous mourir. C'est un fait. Je suis d'accord avec vous, hein, le changement est probable, souhaitable, etc. Il n'est pas forcément certain. Par contre, le fait que nous allons tous mourir est une inéluctable certitude. C'est absolument clair. Je pense que tout le monde va être d'accord avec ça. Je ne suis pas sûr que c'est une certitude qui nous convienne, mais c'est une certitude. Et c'est peut-être la seule. Ceci étant dit, face à cette fin inéluctable, il y a une autre certitude, très volatile, dont nous sommes porteurs pour le moment en cet instant présent. Donc je vous repose la question, quelle est cette deuxième certitude? L'évolution, chercher ce qui a un sens à la vie, danser avec la complexité. Nous sommes connectés, nous sommes ensemble. Les gens travaillent sur les capacités biologiques de certaines cellules tumorales. Nous pouvons tous faire quelque chose pour soi. Notre capacité à nous remettre en question. Ouais, tout ça sont des choses qui sont effectivement hautement probables, qui sont peut-être certaines, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit certain, me semble-t-il. Il y a une chose beaucoup plus basique, beaucoup plus immédiate, qui est absolument certaine. Le présent. Oui, tout à fait. On pourrait effectivement résumer ça comme ça. Vous avez la certitude de cette fin inéluctable. Il y a une autre certitude dont nous sommes porteurs maintenant. Une deuxième certitude, et peut-être la seule autre certitude, c'est que nous sommes présents ici et maintenant. Dans la demi-seconde où je l'ai dit, cette certitude a été remplacée par une autre, mais j'ai une espèce de permanence de cette certitude que je suis présent ici ou maintenant. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, puisque je sais aussi que mon autre certitude est que cet ici et maintenant, tel que je le connais aujourd'hui, va s'arrêter. Et entre ces deux certitudes, j'ai un chemin. Et bon, on est sur un workshop sur l'agilité, sur le coaching. La troisième définition de l'agilité que je vous propose, c'est simplement de vous dire, l'agilité, c'est simplement le fait de se poser la question de savoir entre ces deux certitudes, qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que je fais. Entre ces deux certitudes, comment est-ce que je me mets en mouvement? Qu'est-ce que je vais décider de faire? Et ayant accepté que ces deux choses sont les deux seules certitudes sur lesquelles on peut se baser, ça permet de lâcher prise sur toute une série de choses et ça permet d'arrêter de faire un certain nombre de choses. Puisque ce sont les deux seules certitudes dont nous sommes porteurs, je peux arrêter de supposer, ou je peux continuer à supposer, mais j'accepte le fait que ce n'est sans doute pas très utile, puisque je n'ai que deux certitudes. Je peux arrêter de savoir, je ne sais pas ce qui se trouve entre ces deux certitudes, je ne sais pas ce qui se trouve au-delà de ces deux certitudes, et surtout, je peux arrêter d'anticiper. Parce qu'entre ces deux certitudes, je sais s'il peut se passer pas mal de choses. Donc, je peux lâcher prise sur ces trois aspects. Et cette énergie que je récupère ayant lâché prise là-dessus, dans quoi est-ce que je l'investis? Je vous propose de l'investir dans trois activités, trois postures qui sont peut-être antinomiques par rapport à cette envie de certitude, de contrôle, de savoir. Peut-être simplement se dire qu'au lieu de supposer, on peut simplement se connecter à son intuition et à ses sens, et on peut redévelopper sa capacité à sentir les choses. Au lieu de savoir, on peut chercher à aller explorer, à regarder ce qu'on sait, à aller s'enquérir de ce qui nous reste à découvrir, et on peut arrêter d'anticiper. Personnellement, des trois, c'est celui que je préfère, et on peut simplement, puisqu'on libère de l'énergie en n'essayant pas d'anticiper, consacrer cette énergie à simplement faire des choses, faire quelque chose. Et donc, l'agilité à titre personnel, c'est peut-être ça. C'est laisser tomber tout ce besoin maladif ou pas de certitude, de se rassurer, pour simplement se remettre en mouvement, se connecter à ses sens, renouer avec une certaine curiosité, une certaine envie d'aller explorer et surtout se mettre en action. Et donc, l'agilité, dans une définition plus personnelle, c'est ma capacité à moi, votre capacité à vous, à recomposer nos plans, on les déconstruit, et puis on les reconstruit en fonction des circonstances, tout en avançant. Et mon avancement va être rendu possible par cette capacité que je vais avoir à aller chercher dans tout ce qui est à ma disposition comme compétence, comme envie, comme intuition, comme perception, d'aller y chercher ce qui est pertinent pour me permettre de rester en mouvement et d'aller là où je veux aller, sachant que de toute façon, nous allons tous au même endroit. Voilà les trois grilles de lecture qui me tenaient à cœur de vous proposer pour approcher l'agilité sous trois angles différents.
On l'a vu dans son angle historique, et puis on a vu ce que ça pouvait vouloir dire dans un contexte numérique, on a vu ce que ça pouvait vouloir dire dans un contexte entrepreneurial, et on vient de découvrir ce que ça peut vouloir dire à titre plus personnel. Comment peut-on vivre l'agilité de façon personnelle. Nous avons pas mal comme raisonnement, bravo, de la part de Ghislaine. Laurence qui dit ça ressemble au cycle de Hudson, tout est changement. Et Marilyn qui nous dit c'est si simple et évident. Ah oui, c'est simple. C'est effectivement simple, oui. C'est même du simple bon sens. Et si vous avez envie de me poser des questions à la fin du workshop, et qu'une de ces questions est qu'est-ce qui fait que tu prends ton pied dans le boulot que tu fais, c'est cette simplicité qui est omniprésente, c'est ce côté très dédramatisant. On aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard quand on va aller voir plus dans le détail comment fonctionne Scrum, mais c'est vraiment cette volonté permanente de dédramatiser et de ramener les choses simplement au niveau auquel on peut se permettre de les aborder et de faire avec ça. Et puis le reste, on verra après. C'est pas pour rien que c'est une méthode qui est de type itérative, où on avance en cycle. Mais tout ça, on va le voir plus en détail en abordant Scrum. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va faire. Un autre Olivier nous dit également, c'est simple, mais rarement mis en œuvre. Oui, oui, parce que la complexité, parfois, ça rassure, mais bon. Oui, tout à fait. Je pense qu'on pourrait faire un workshop de 2 heures sur le sujet, en fait. Mais bon, avançons. Ce que je vous propose de voir maintenant, c'est comment les projets étaient menés avant qu'on ne parle d'agilité. Alors vous n'avez pas entendu parler de méthodologie waterfall. L'exemple type de la méthodologie waterfall, donc cascade d'eau, c'est Prince2, qui est une méthode qui est apparue dans les années 80 à l'initiative du gouvernement anglais, qui s'inquiétait de la mauvaise qualité et du peu de succès des projets menés pour le compte de l'État anglais. Et donc l'État anglais a commandité une étude qui a accouché d'une méthodologie de projet, Prince, qui a vraiment été l'archétype, enfin qui est toujours appliqué dans certains contextes, et parfois avec pertinence, qui a vraiment caractérisé cet avancement waterfall, aujourd'hui très décrié dans certains contextes. Donc pour bien comprendre l'agilité en tant que méthodo, c'est important de comprendre en fait quel est le problème que l'agilité essaye de régler, et donc comment on fonctionnait auparavant. Et auparavant, face à un projet complexe, la tentation pour aller chercher la sécurité dont on a besoin pour pouvoir consentir l'investissement que ce projet requiert, cette sécurité, on va l'acquérir en faisant un grand travail d'analyse. Ce travail d'analyse va être confié à des experts. Et ces experts vont accoucher d'un document d'analyse sur base duquel d'autres experts vont pouvoir spécifier les caractéristiques du développement, ou du produit ou de l'objet qui est attendu. Sur base de ces spécifications, une autre équipe va développer le produit. Et quand ce développement sera terminé, ce produit sera proposé à une autre équipe qui va le tester pour éventuellement, si les combattants sont toujours là, le livrer au client qui a fait depuis la phase d'analyse. Alors, on sent que c'est à la fois intuitif et puis contre-intuitif comme façon de procéder. On a besoin de sécurité avant de consentir un investissement, c'est bien légitime, et donc on veut savoir de quoi on parle, et donc on va aller chercher de l'expertise, etc. Et on va consacrer un certain niveau d'énergie, plus ou moins élevé, au fait de faire ce travail en amont qui va déterminer ce qu'on va faire en aval. C'est assez légitime comme démarche, et ça fonctionne assez bien dans des projets où ce qui se passe entre la phase d'analyse et la livraison, ce qui se passe ou ce qui ne s'y passe pas, ça fonctionne bien dans des contextes où finalement l'environnement est assez stable. Typiquement, si vous devez construire un viaduc, vous devez vous faire un travail d'analyse géologique poussé pour construire les fondations. Vous n'allez pas amender les fondations ou les corriger ou les reconstruire. Vous pouvez vous permettre, vous devez faire ce travail d'analyse de façon à calculer le dimensionnement de vos fondations et procéder au chantier. Ce qui vous permet de le faire, c'est que le contexte géologique de votre viaduc ne va pas changer entre le moment où l'analyse est faite et le moment où les fondations vont être coulées. Donc, c'est raisonnable de faire ce travail d'analyse. On sent tout de suite aussi qu'il y a des contextes qui sont moins figés, dans des environnements plus changeants, et où ce travail d'analyse va très vite, ou risque très vite, d'être contredit par une réalité qui, entre-temps, ne va pas vous attendre et va continuer à évoluer.
Et typiquement, le premier environnement où cette évolution permanente s'est installée, c'est évidemment le contexte digital, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis de façon plus générale, c'est sans doute aussi tous les projets où le putain de facteur humain est très présent. Les choses changent. Et donc, cette méthode waterfall où l'eau ne coule que dans un sens est finalement d'autant plus risquée qu'on l'applique dans un projet où l'environnement va être changeant. Le grand risque étant que plus on a investi dans la phase d'analyse, plus on va avoir tendance à s'y accrocher en cours de parcours, à nier l'évidence, à revenir en permanence, à se référer en permanence à cette phase d'analyse pour valider la conformité de ce qui est livré avec ce qui a été demandé avant. Et donc voilà, vous avez compris que ça fonctionne dans des contextes peu changeants, ça ne fonctionne plus dans des contextes où les choses évoluent. Et c'est toute la perception, c'est toute une certaine forme de rationalisme qui en fait est challengée par cette prise de conscience. Rationalisme qui consiste à quoi? Qui consiste à se dire, je l'ai analysé, j'ai étudié, ou ça m'est arrivé 10 fois, et parce que j'ai assimilé tout ça, je l'ai intégré, je l'ai compris, ça me donne la capacité à me projeter et à imaginer que ce que j'ai vécu est reproductible et va continuer à se passer de cette façon-là. Cette approche-là, dans des contextes changeants, ne fonctionne plus. Le problème, c'est le changement. Tout change et donc je ne peux plus aller m'accrocher à cette phase d'analyse pour aller installer de la sécurité en début de projet. Et donc, on est bien d'accord que le problème, c'est le changement. Pourquoi? Parce que tout va changer et que votre beau plan préparé en amont va vaciller. Je vous parlais de réalité immuable. Celle-ci, il y a peut-être une troisième ou pas. Le problème n'est pas le changement. C'est évidemment l'attitude que vous allez à titre personnel ou que vous allez en tant qu'organisation opposer à ce changement qui s'offre à vous. Et pour faire le parallèle avec ma définition un peu personnelle de l'agilité, si on fait le parallèle entre une méthode de type waterfall, la gestion, et on pourrait en fait faire le parallèle avec le management de façon plus générale, ou en tout cas le management traditionnel est très déclaratif. On énonce comment sont les choses, on en a fait l'expérience, on a analysé, donc on est en mesure de déclarer comment les choses vont se passer. Puisqu'on a cette capacité, on est aussi en mesure d'expliquer à d'autres qui ont moins cette capacité de compréhension, comment les choses vont se passer, comment elles doivent se faire. Et pour continuer à leur mâcher le boulot, on va découper tout ça en petits morceaux de manière très séquentielle, de façon à ce qu'une équipe puisse travailler sur A, et puis une autre équipe va travailler sur B, en mettant A et B bout à bout. En mettant A et B bout à bout, chemin faisant, in fine, à un moment donné, dans le meilleur des cas, mon projet va être livré. Ça, c'est la gestion au sens classique. La vie propose autre chose. Ce mode déclaratif fonctionne assez peu dans la vie, tout simplement, un environnement changeant qui va nous amener à être en permanence en quête d'adaptation. On a beau déclarer au préalable, finalement, c'est la réalité du terrain qui nous apprend des choses et qui nous incite à valider, invalider, aller dans une direction plutôt que l'autre. Et au lieu d'un mode de fonctionnement très séquentiel où je sais que mon plan en 10 étapes va commencer par une étape 1 et puis une étape 2, etc., voilà, j'ai des options à ma disposition, c'est relativement imprévisible, j'ai ou je n'ai pas la capacité à rebondir et je suis face à quelque chose que je ne peux pas forcément anticiper et je finis par être relativement à l'aise avec cette notion. Le manifeste agile qui caractérise tout ça, et je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est ce document qui a été formalisé dans les années 2000, en fait, a plus ou moins bien réussi à capturer ça dans les 4 valeurs et les 12 principes dont je vous parlais. On va les reprendre maintenant, en tous les cas, les 4 valeurs, les 12 principes, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps, mais on va passer en revue les 4 valeurs. Et les 4 valeurs sont que alors, gardez bien à l'esprit que l'objectif, c'est pas de faire des meilleurs produits, etc. Enfin, c'est l'objectif par ricochet, mais l'agilité vise pas à avoir un meilleur chiffre d'affaires, une meilleure bottom line ou des plus beaux produits. Ça vise à réinstaller une capacité pour une organisation à fournir une réponse pertinente. Et donc, l'objectif de marge bénéficiaire, de qualité de produit, etc., devient une espèce de bénéfice collatéral. L'objectif premier est la flexibilité et la pertinence de la réponse qui est apportée. Et pour installer cette flexibilité, cette agilité, les agilistes, en tous les cas les rédacteurs du manifeste agile, ont énoncé le postulat que plutôt que d'aller installer des procédures et des outils pour favoriser la flexibilité, on allait plutôt se baser sur des interactions individuelles.
très important à comprendre, c'est que ce n'est pas l'un ou l'autre, ce n'est pas les procédures et les outils, c'est mal, les interactions, c'est bien. C'est pour réinstaller cette flexibilité, nous allons favoriser les interactions individuelles plutôt que de favoriser les procédures et les outils. Concrètement, ça veut dire en situation de stress, vous avez deux possibilités, vous renforcez les procédures et les outils, ou vous renforcez la capacité à installer des interactions individuelles. Un agiliste va plutôt préférer aller dans la direction des interactions individuelles. Et c'est le même principe pour les trois autres valeurs. Quand un truc fonctionne mal, plutôt que de le documenter davantage pour expliquer comment ça devrait fonctionner ou comment il faut l'utiliser, on va plutôt s'attacher à faire évoluer la façon dont les choses fonctionnent pour qu'elles fonctionnent mieux. On va plutôt favoriser la collaboration plutôt que d'aller bétonner des contrats en amont qui vont préciser la façon dont les choses se passent. Et on va, c'est le quatrième point, je pourrais le résumer en disant, en fait, ça revient tout simplement à accepter le changement avec enthousiasme. Se dire, quand on voit un changement arriver ou un bouleversement, se dire, ben non, d'une pipe, zut, mon beau plan, qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce que je vais devenir, et se dire, chouette, un changement. Et ce changement, l'accueillir comme une opportunité pour aller renouer ou pour aller installer un surcroît de pertinence, un surcroît d'à propos qui va me permettre d'aller un pas plus loin. Et peut-être, si on est dans un contexte entrepreneurial, in fine, de livrer un produit qui est plus adapté parce que j'aurais saisi cette opportunité que le changement m'apporte. Et on sent que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une posture, on n'interdit rien, c'est simplement un curseur que l'on déplace de quelque chose de choses qui sont rigides installées en amont vers quelque chose qui est plutôt interpersonnel, plutôt adaptatif, adaptable et qui va fonctionner, qui va réagir à ce qui se passe en aval. Voilà les principes de base du manifeste agile. Et aujourd'hui, ce document est un peu daté dans sa formulation. Il est fortement teinté par le fait qu'il a été rédigé par des informaticiens. Mais ça reste un outil qui est utile parce que, en situation de stress, quand vous revenez à ces 4 phrases et que vous dites, non, d'une pipe, qu'est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais renouer avec mon envie d'être performant, pertinent, etc. Est-ce que vous allez basculer sur la gauche ou est-ce que vous allez basculer sur la droite? Et ça vous donnera comme résultat une posture plus ou moins agile. Les principes sous-jacents, je propose qu'on se les garde pour la fin et que l'on passe directement à Scrum. Scrum, c'est une méthode. L'état d'esprit dont je vous parle maintenant depuis une quarantaine de minutes, c'est un état d'esprit. Certains diront que c'est un style de vie, c'est une envie de fonctionner d'une certaine façon. Scrum est beaucoup plus formel que ça. C'est vraiment une méthode qui explique quels artefacts, quelles procédures, quelles cérémonies, etc., dans le cadre d'un contexte de gestion de projet. Alors, je ne vous en parle pas parce que c'est particulièrement intéressant en soi, mais parce que dans la mécanique Scrum, et c'est ce qui, moi, personnellement, m'a interpellé quand j'ai fait la découverte du coaching dans cette formation que j'ai suivie l'année passée, j'ai fait le lien avec ce métier d'agiliste que j'avais entamé quelques années auparavant, le parallèle est vraiment frappant. Et pour pouvoir le capter et l'apprécier, un minimum d'explications sur Scrum est évidemment utile. Et pour comprendre Scrum, il y a une explication toute simple et au risque de perdre l'audience masculine, Yotis, tu me diras si on garde des hommes en ligne ou pas, je vais comparer Scrum avec un processus de lessive. Alors, une lessive, on la touche chez soi, une manne de linge sale qui vraisemblablement déborde et déborde des vêtements de toute la famille, tout textile, toute couleur confondue. Et cette manne est évidemment tellement titanesque qu'il est impossible de tout laver en même temps. Et donc, parce qu'il faut bien que les choses se fassent et qu'on aime porter des vêtements propres, on va devoir en quelque sorte faire pour appeler ça des choix managériaux, qui vont consister à décider ce qu'on va sortir de cette manne de linge sale. Est-ce que je vais laver la tenue de foot du cadet? Est-ce que je vais laver mes chemises blanches pour la semaine de boulot qui s'annonce? Est-ce que je vais faire une autre lessive? Est-ce que je vais regrouper par type de textile, par type de couleur, etc. ou en fonction de la température à laquelle je vais laver? Toujours est-il que quel que soit le filtre ou la grille de sélection que je vais appliquer, vous allez vous retrouver avec un sous-ensemble de cette manne de linge sale que vous allez pouvoir traiter en une fois et que vous allez faire passer via un cycle de nettoyage. Cycle de nettoyage et d'essorage et de repassage, vous savez tous de quoi je parle, qui va se traduire par un livrable concret qui est une pile de vêtements pliés, prêts à être portés. Et en quoi est-ce que c'est une méthodologie de projet? Parce que pendant tout le temps que vous avez passé à laver votre linge, à le repasser, à le plier, etc., et puis à le mettre dans votre armoire parce qu'il est prêt à porter,
vous revenez à votre manne de linge sale et vous savez comme moi ce qui s'est passé, elle est toujours aussi pleine qu'elle ne l'était quand vous avez entamé votre cycle de lavage. Bien, Scrum, c'est ça. Vous avez une organisation qui, de manière permanente, exprime des besoins, des envies de changement, des suggestions, etc. Et tout ça vient alimenter ce qu'on appelle un backlog, une shopping list, une liste de desiderata. Vous pourriez comparer ça à la boîte à suggestions qu'on retrouvait dans les cantines, dans les usines il y a une vingtaine d'années. Et l'ensemble de ces desiderata est évidemment irréalisable. Il y a des idées qui vont dans tous les sens, un peu le foutoir, parfois on demande tout et son contraire, et vous ne pouvez faire qu'un nombre limité de choses. Et donc, dans ce backlog, vous allez isoler un nombre très limité de choses que vous allez mettre en œuvre pendant un cycle court. Typiquement, Scrum met en œuvre des cycles de 2 à 4 semaines et plus souvent 2 semaines que 4. Et pendant ces 2 semaines, vous oubliez que votre manne de linge sale, votre backlog continue à se remplir. Vous allez simplement traiter les quelques desiderata que vous avez sélectionnés. Vous allez, au terme de ces 2 semaines, les livrer, fournir quelque chose qui va réellement être utilisé par l'organisation. Vous n'allez pas empiler des améliorations qui seront livrées dans le cadre d'un produit dont la livraison est prévue dans 6 mois. Vous allez toutes les 2 semaines mettre à disposition de l'organisation quelque chose qui va être utilisé. Et le temps de livrer ça, votre backlog a évidemment continué à s'enrichir. Vous voyez dans quelle mesure cette approche, le côté itératif de cette approche, en fait, déconstruit aussi la notion de gestion de projet. Quand on se lance dans ce mode de fonctionnement, on n'est plus sur un projet avec un début et une fin et des moyens dont on a dit à l'avance qu'ils allaient être d'autant. On est sur une intention d'aller dans une certaine direction, d'y mettre les moyens nécessaires. Ça durera le temps que ça durera. Et finalement, à la fin du projet, c'est quoi? C'est quand votre backlog s'est épuisé. Backlog épuisé dans une entreprise, ça n'existe pas. En permanence, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs, etc., le réseau de partenaires au sens large, les interlocuteurs fournissent en permanence des envies et ce backlog, vous avez compris, c'est quelque chose qui s'alimente de manière permanente et Scrum est de facto un espèce de processus d'amélioration permanente. Alors, une chose sympathique dans ce backlog, c'est que les choses sont exprimées d'une façon très très simple, avec une phrase que tout le monde peut comprendre. On n'est pas du tout sur des flowcharts compliqués, etc. On est sur des choses que tout le monde peut comprendre. Et il y a une autre chose qui est vachement sympathique dans Scrum, c'est qu'il n'y a en fait pas de manager. Il y a 3 rôles. Il y a un rôle qui va simplement consister à collecter les desiderata, constituer le backlog. Il y a une équipe qui travaille sur les desiderata qui sont isolés en début de sprint, et elle ne fait rien d'autre. Et puis il y a un Scrum Master, et c'est un peu le coach de la bande, qui est face à ce petit monde et qui leur renvoie en permanence leur propre image, de façon à permettre, cycle après cycle, leur permettre de faire évoluer la façon dont ils mènent le projet, de sorte que le processus lui-même soit itératif, ou l'amélioration du processus soit itératif. Alors, les similitudes avec le métier de coach, je vous ai fait le parallèle avec les 4 grandes sections des compétences ICF. Et la première de ce premier bloc de compétences, c'est le fait d'installer le cadre, de bâtir les fondations. Et Scrum est assez fort à ce jeu-là, puisqu'il y a une répartition très claire des rôles, et les rôles sont hyper simples. On n'y retrouve pas de rôles managériaux, etc. Il y a des gens qui collectent des desiderata, et il y a des gens qui fournissent les solutions de desiderata. C'est clair, c'est limpide. Il y a des règles et un cérémonial qui est bien rodé. Il y a une réunion en début de sprint, en début d'itération, où on va choisir sur quoi on travaille, et une réunion en fin d'itération où on livre ce sur quoi on a travaillé, et puis on recommence en refaisant une réunion où on rechoisit ce qu'on va faire pendant le cycle suivant. Entre les deux, il y a un autre cérémonial qui s'appelle la rétrospective, où simplement les équipes arrêtent de réfléchir à ce qu'elles ont fait pour commencer à réfléchir à la façon dont elles ont fait les choses. Comment est-ce que ce sprint s'est déroulé et qu'est-ce qu'on change à notre façon de fonctionner. Et tout ça est assez bien cloisonné. Il y a un moment pour décider de ce qu'on va faire, il y a un moment pour le livrer, il y a un moment qui est bien cloisonné aussi pour réfléchir à comment on fonctionne. Et un souci permanent dans les processus agiles, c'est que tous les documents, à commencer par le backlog, soient en permanence accessibles à tous. C'est cette visibilité, cette transparence sur les documents, sur les artefacts, sur les besoins qui sont exprimés par l'ensemble de l'organisation, qui installe la transparence qui est nécessaire à la confiance, qui permet au mécanisme de fonctionner et d'être
de se traduire par une vraie valeur ajoutée, un vrai regain de pertinence dans ce que fait l'organisation. Ça, c'est pour ce premier bloc de compétences ICF qui est de l'installation des fondations. Le deuxième bloc de compétences, c'est la co-création de la relation. Il n'y a pas de hiérarchie en Scrum. C'est le parallèle avec la sociocratie, le lacratie, etc. C'est évidemment tentant, mais on n'aura pas vraiment le temps de l'aborder. Tous les membres de l'équipe, au sein de l'équipe, l'équivalence est parfaite. Il n'y a pas de manager, il n'y a pas de délégué, il n'y a pas de représentant. L'équipe travaille vraiment de manière soudée, ça va de soi, mais en veillant à ce que la compétence circule à l'intérieur de l'équipe. Il n'y a pas de spécialisation à l'intérieur de l'équipe. Il n'y a pas non plus de hiérarchie dans la façon dont les besoins sont classés. Les besoins exprimés par un manager vont trouver leur chemin dans le backlog exactement de la même façon que les besoins exprimés par le réceptionniste, le portier, le voiturier ou le commercial de base qui visite les clients. Ça va installer toute une série de pratiques qui vont viser à favoriser cette équivalence, faire les choses systématiquement à deux, même quand on peut les faire seul, simplement pour faire circuler la compétence, etc. Donc tout ça est de l'ordre d'un souci permanent pour la relation. Une autre chose qui est très forte dans Scrum, c'est ce dialogue permanent entre deux équipes, une équipe qui représente les clients et une équipe qui fournit le boulot. Et les clients sont représentés en quelque sorte par le PO, tandis que le travail de l'équipe est facilité par le Scrum Master. Et cette dynamique positive entre les deux équipes installe un climat de confiance. Les clients savent que leurs besoins sont pris en compte, sont lissés dans le backlog. Ils savent aussi qu'ils seront mis en production à un moment donné quand c'est pertinent pour l'ensemble de l'organisation et qu'ils en bénéficieront de manière rapide dans le cadre de cycles courts. Scrum vise aussi à permettre une communication très efficace. Je parlais tout à l'heure de cette transparence qui est installée de manière systématique, de ce backlog qui est visible, de la fréquence des réunions. Il y a un souci permanent d'avoir une communication qui est omniprésente, qui est fréquente et qui se fait entre des personnes équivalentes. Et il y a ce souci de l'apprentissage et de la réussite. Le fait de livrer toutes les 2 semaines, c'est mieux que de livrer toutes les 4 semaines parce qu'on a plus fréquemment du feedback et que ce feedback peut être intégré dans la façon dont le backlog va être traité. Il y a d'autres choses que j'ai plus de difficultés à classer dans le Canva ICF, mais que je trouve assez intéressant en termes de parallèle avec le coaching, c'est qu'on fait une distinction très claire entre le moment où on exprime les besoins, et j'exprime mon besoin, je n'ai pas forcément de solution en tête, ou j'ai des solutions en tête, mais ces solutions vont sans doute m'empêcher d'exprimer mon besoin clairement, et donc on scinde très clairement ce moment ou ces opportunités d'expression du besoin et un autre moment avec une autre équipe qui a développé un autre type de compétences qui va aller chercher une solution. Et ce n'est pas forcément le porteur du besoin qui va arriver avec la meilleure solution. Alors, sans vouloir vous inciter à la schizophrénie, quand on se projette dans une séance de coaching individuel, qu'un client, on peut se poser la question de savoir, ok, mais attendez, il exprime son besoin, il va forcément venir avec la solution. Oui, évidemment, vous n'avez qu'une seule personne en face de vous, mais vous pouvez, dans votre pratique de coaching, installer un cloisonnement entre le moment où c'est le besoin qui va sortir, et je lâche prise sur les solutions, je sais qu'il y en a, mais je me focalise sur le fait d'exprimer mon besoin d'une manière claire, je vais dans le fond des choses, je pose cette fois la question du pourquoi, et puis ensuite, quand ce boulot-là aura été fait, eh bien, je vais ensuite aller chercher, non pas une solution, mais le panel de solutions qui est à ma disposition pour aller là-dedans chercher la granularité, le bon mode de carburation pour aller satisfaire ce besoin. Et l'autre parallèle frappant, c'est que si vous vous placez dans une rythmique de rendez-vous de coaching à intervalles réguliers, finalement, le parallèle avec le processus Scrum me paraît évident. Chaque coaché est porteur d'un projet de vie, on va appeler ça son backlog, un ensemble d'envies, pas forcément cohérent, pas forcément parfois antagoniste, parfois irréaliste, mais ça fait partie du projet de vie ou des envies ou de l'intuition, et tout ça existe dans une longue liste, mais je ne peux pas tout faire. Et donc, dans cette longue liste, je vais de séance de coaching en séance de coaching isoler quelques sujets sur lesquels je vais avancer. Et entre mes 2 séances de coaching, je vais, en tant que coaché, travailler concrètement à la mise en œuvre d'une solution ou d'un plan d'action pour le petit sujet que j'aurais isolé pendant ma séance de coaching précédente. Et ce chemin fait en 2 séances de coaching va m'amener à la séance de coaching suivante avec un système personnel qui aura un peu changé, un backlog qui aura un peu évolué, une solution concrète à ajouter à mon panel de compétences, et ça va me permettre de revenir
à cette séance de coaching suivante, ayant débriefé sur les 2 semaines qui se sont écoulées entre la séance de coaching précédente et la nouvelle, dire OK, ben, qu'est-ce que ça a changé pour moi? Je reviens à mon backlog, je refais un choix managérial qui va consister à dire bon ben ce coup-ci, on va avancer sur ça. Je refais un plan d'action et je me donne rendez-vous pour moi-même 1 semaine, 2 semaines plus tard pour constater ce que j'ai pu livrer, parfois aussi ce que je n'ai pas pu livrer, rétrospecter pour voir ce que ça m'inspire en termes de modification sur mon backlog et avancer de manière cyclique, itérative de séance de coaching en séance de coaching, exactement comme le ferait une équipe agile de sprint en sprint. Voilà grosso modo. Tout ça est détaillé plus en détail dans les slides qui suivent, qui seront partagés avec vous après cette présentation. Alors, je voulais en fait simplement clôturer en prenant un exemple concret. Et si un jour vous faites une formation agile, on va sans doute vous servir cet exemple. Il est assez courant. Et je vais vous le livrer tel quel sans faire trop de liens, mais simplement pour jouer sur l'aspect très contre-intuitif de cette approche agile. Vous sentez qu'elle est à la fois très naturelle et puis il y a peut-être quelque chose qui dérange. Si vous avez comme ambition de construire une voiture, la façon rationnelle, normale de construire une voiture, c'est de construire des roues de voiture, un châssis de voiture, de boulonner les roues de la voiture sur le châssis de la voiture, d'y installer la carrosserie, etc., etc. Et petit à petit, en assemblant des morceaux de voiture, arriver à livrer une voiture. Parfois, ça fonctionne. On a tous une voiture, mais c'est un processus où vous voyez la tête que fait votre conducteur de voiture jusqu'à ce que vous ayez livré le produit final, il tire la gueule parce qu'il se déplace à pied. Ça, c'est la façon pas agile de construire une voiture. Il y a une autre façon de construire une voiture, c'est de lâcher prise sur le fait de construire une voiture et de se poser la question de savoir ce qu'on peut raisonnablement construire avec les moyens qu'on a, les compétences qu'on a, le réseau qu'on a à un moment T. Et une voiture n'est sans doute pas abordable, mais si je ne sais pas construire une voiture, c'est pas bien grave, je vais livrer un skateboard. Alors évidemment, mon client, il tire la gueule parce que il attendait une voiture, il a un skateboard et ça ne fait pas vraiment son affaire. Mais le fait de vous être mis en mouvement pour produire ce skateboard a installé quelque chose, a commencé à installer une équipe qui fonctionne, des relations avec des fournisseurs qui fonctionnent, etc., etc. Et si vous avez bien fait les choses, ce skateboard va se vendre et va vous motiver à aller construire autre chose qui pourrait être de l'ordre d'une trottinette. Et vous allez commencer à produire et à commercialiser des trottinettes. Vos clients commencent à avoir une partie de leurs besoins qui sont satisfaits. Bien sûr, ils n'ont pas leur voiture, mais ils commencent à pouvoir se déplacer. Et vous renforcez tous les processus et tout le réseau humain sur lequel vous allez vous baser pour la suite de votre développement. Et le succès de votre trottinette va vous inciter un jour à construire un vélo, et peut-être, s'il reste du pétrole à ce moment-là, construire des motos, et peut-être, in fine, un jour, livrer des voitures. Alors, intuitivement, on se dit oui, mais enfin, c'est aberrant, je veux livrer une voiture et je commence par construire une trottinette et puis un vélo. Aucun des composants techniques de mon produit n'est utilisable pour l'étape suivante. Oui, ok, so what? De toute façon, la technologie évolue et votre trottinette d'il y a 10 ans n'a de toute façon aucun point technique commun avec une trottinette actuelle non plus. Mais en étant sur ce chemin, vous avez installé une structure, des relations entre personnes, un réseau économique, une compétence technique, une marque, un réseau de distribution, un service de support client, etc., qui est grosso modo le même dans son principe de fonctionnement que vous vendiez des trottinettes, des vélos, des motos, etc. Et donc l'approche agile, on pourrait la résumer en disant j'oublie ce que je veux, pas parce que c'est pas important ou parce que je ne le veux plus, je continue à le vouloir, mais ce n'est plus un objectif en soi, ça devient une direction. Et pour aller dans cette direction, il y a quelques étapes qui sont à ma portée que je peux mettre en œuvre, et c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Voilà la façon dont je suis tenté de résumer l'agilité au terme de ce workshop. Merci Olivier. Alors, nous n'avons pas eu le temps de lancer toutes les questions que vous avez posées pendant le webinaire, mais comme vous avez pu le voir, Olivier n'avait pas assez de temps avec 1 heure, mais il va se rattraper sur notre page Synergie sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à aller lui poser les questions. C'est maintenant, juste dans quelques minutes. Olivier, donc nous, on a lancé un sondage sur Facebook et on aimerait bien avoir ta réponse. Donc, les coachs sont-ils des agilistes qui s'ignorent?
Mais non, la réponse est non. Je pense que maintenant ils le savent, un peu comme Monsieur Jourdain. Je pense que l'inverse est sans doute plus vrai. Les agilistes sont peut-être des coachs qui s'ignorent. Nous avons eu plus d'une trentaine de votes. 91% oui, 9% non. Donc un grand merci Olivier. Nous te retrouvons dans quelques instants sur LinkedIn. Je voudrais également remercier Gaëtane d'être toujours présente pendant ces webinaires, mais également à toute l'équipe de l'ICF Synergie. Voici Gaëtane. Donc, je vous invite à rejoindre notre page LinkedIn pour questionner donc Olivier Kaimax. Merci Olivier, je te laisse le mot de la fin. Merci Yotis. Voilà, écoutez, je me rends compte que ce workshop s'est fait effectivement au pas de course. Je partage avec vous les slides. Il y a peut-être une chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est d'où m'est venu, en fait, je repense à la question que tu me posais en début de workshop, Yotis, hein, pourquoi ce workshop sur l'agilité et sur le coaching? Oui, le parallèle est frappant et non d'une pipe, j'aurais voulu pouvoir vous en parler pendant 3/4 d'heure de plus au moins. Je pense que ce qu'il y a de passionnant, c'est l'intention sous-jacente. L'agilité, vous en avez entendu parler, vous allez en entendre parler dans des grandes entreprises comme d'une méthode de projet, etc. J'espère, au travers de ce workshop, vous permis de vous rendre compte que c'est aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une posture personnelle et dans un contexte de petite ou moyenne entreprise, d'association, de club, etc. C'est-à-dire de projets portés par des gens qui se connaissent et qui s'impliquent personnellement dans ce projet. L'agilité permet d'installer un mode de fonctionnement, un petit peu comme on pratique un art martial, d'une manière qui est vraiment pertinente et qui permet à chacun d'être pleinement présent. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite si vous choisissez de faire, d'approfondir le sujet de l'agilité. Merci beaucoup Olivier et au revoir à tous. Merci, à bientôt.